Bonjour Annick Cogent. Bonjour Patrick. Vous êtes bien sûr grand reporter au journal Le Monde. Et j'allais presque dire aujourd'hui, auteur d'une bande dessinée. C'est complètement inattendu de votre part. Alors il faut dire qu'il y a Xavier Betaucourt, Oui. qui est avec vous et qui signe avec Étienne Aubury. Oui. Simone Veil ou La force d'une femme. Oui, alors maintenant on appelle ça un roman graphique, mais vous avez raison, c'est vraiment de la BD. Oui. Des petits dessins qui racontent une histoire. Et cette facilité de lecture, qui est vraiment très, très simple pour tous, je crois, permet quand même, c'est ce qui me faisait peur au départ, mais permet beaucoup de subtilité malgré tout et de raconter la complexité. Oui. C'est le challenge. Racontez incroyable Simone Veil, Ouais. au Panthéon des illustres françaises. Oui. Et que vous racontez d'une manière intime, presque inattendue. Oui, c'était ça un peu l'idée, de la présenter sous un jour qu'on ne connaît pas forcément, se raconter évidemment les grandes étapes de sa vie, mais montrer que c'était un personnage d'une richesse étonnante et qu'elle n'était pas seulement le personnage un peu glacé, un peu distant que l'on connaît, qu'on admirait, mais qu'elle était aussi une femme qui avait des passions, qui avait des envies, qui avait des rêves, qui a été blessée, et d'essayer de pénétrer, ou en tout cas de comprendre ce que le personnage qui se cachait derrière ce regard tellement particulier, Oui. tellement clair. Vous en parlez de ce regard. Eh oui. Vous avez des mots là-dessus. Vos yeux, comme un lac, je crois qu'ils ne m'ont jamais quitté. Oui, la première Ça, c'est fois que je l'ai vous, vu. c'est vous qui parlez, Annick, là. Oui, ça me frappait. Quand on la voyait, elle avait toujours les yeux un peu humides. Et je me disais, elle a les larmes aux yeux, parce que quelquefois on abordait des sujets difficiles. Non, elle n'avait pas les larmes aux yeux, mais les yeux étaient tellement clairs et toujours un peu mouillés quand j'avais l'impression qu'effectivement elle avait les larmes aux yeux. Et puis il y avait ce sourire un peu de Joconde, ce sourire qui n'est pas joyeux, qui est faussement serein. Qui est, pourtant nous donne l'impression d'être apaisé, mais ne l'est pas, et comme une politesse, comme une concession aux autres, concession à l'image qu'elle se devait d'entretenir. C'est un joli sourire parce qu'elle est tellement belle, Simone Veil, Oui. mais c'est un drôle de sourire qui n'est jamais joyeux. Oui. Et vous, Annick, vous êtes un personnage aussi de cette bande Oui, dessinée. Parce que c'est votre rencontre qui est racontée dans ce livre. Et oui. c'est une rencontre de jeunes journalistes un jour comme ça, et vous allez nous dire en 2 mots les circonstances, vous êtes fasciné par Simone Veil. Petite fille, je l'ai regardée à la télévision, et notamment défendre sa loi sur l'avortement. J'étais à la maison avec mes parents, mes frères, enfin, et ma mère était fascinée par elle aussi, donc je la regardais. Waouh, c'était vraiment un truc, c'était un combat. Elle était seule dans cette assemblée pleine de costumes, cravates, etc. Et elle avait cette dignité, elle parlait très froidement, mais elle parlait merveilleusement. Et puis après, oui, je suis jeune journaliste, enfin je fais un stage à Europe 1 et on me dit « Oh, tu viens au Conseil des ministres ?» Oh, il paraît que c'était une corvée, moi j'étais tellement ravie. Et elle sort de l'Élysée et je prends, alors il y a des super, des journalistes, des photographes, etc. qui ont des super appareils photo, et moi j'ai mon petit appareil que je sors et je la photographie. Et cette photo, effectivement, je l'ai longtemps gardée, elle est dans la maison de mes parents, mais m'a frappée. Oui, je rencontrais un peu une icône, et quand quelques années plus tard, donc devenue journaliste au Monde, on me dit il faut faire un grand portrait de Simone Veil, mais quand le Monde disait un grand portrait, ça voulait dire beaucoup de boulot, vraiment. Et on a travaillé avec ma consoeur Agathe Lejar, on a travaillé pratiquement 1 mois. Et donc, on avait de quoi écrire un livre, quasiment. Et avant d'oser lui demander un rendez-vous, on avait rencontré 30 personnes. Donc, des gens de sa famille, etc., qui acceptaient. Certains n'acceptaient pas. Et puis, Marceline Loridan, et puis des hommes politiques, et puis Bernard Kouchner, et puis d'autres ministres, et puis Chirac, etc., pour parler d'elle. Et puis, fort de tout ce qu'on savait, là, on a frappé à la porte et on a eu ce dîner. Oui. Vous dînez avec elle, et c'est encore une révélation. C'est une autre Simone Veil. Et là, il y a une relation entre vous deux incroyable. Un début de relation, j'ose à peine dire ça, et à ce moment-là, je ne le pensais même pas, mais je me disais quand même, là, je rencontre quelqu'un qui n'est pas comme les autres personnages politiques, qu'on sait tout en séduction, qui ne pense que communication, relations publiques, quel discours va passer, qu'est-ce qu'on va garder de moi, quelle attitude prendre, etc. Elle, pas du tout. Elle était tellement authentique tout le temps, elle était séduisante, mais absolument pas séductrice, et tellement pas dans un... elle se révélait. On avait l'impression réellement de rencontrer un personnage totalement, profondément authentique, ce qu'on n'a jamais avec les personnages politiques. Alors, elle vous appelle Annick. Oui. Elle va dire à un moment, si c'est vous, oui. Enfin, c'est vous. Oui. Elle vous choisit. Elle vous fait une confiance totale et elle vous raconte
des choses qu'elle ne raconte à personne. Elle vous raconte le camp. Oui, bien sûr, le camp. Elle me raconte son enfance. Il se trouve que je l'ai sollicité une fois. Et là, ça a été la vraie rencontre, en fait, a été lorsque je faisais une série d'articles qui s'appelait Chers parents. Et je demandais à des gens, y compris Gorbatchev, etc., de parler des grands personnages publics, de parler de leurs parents. Et elle, tout de suite, elle avait dit oui. Alors là, vraiment. Et elle m'a dit, je vais vous parler de ma mère. Parce que je pense à elle tous les jours. C'est à elle que je penserai au moment où je partirai de terre. Et c'est le personnage le plus important de ma vie. Et elle s'est mise à parler Yvonne Jacob, donc cette femme extraordinaire. Elle prend une photo et elle dit elle était comme Greta Garbo. C'est vrai qu'elle était très très belle. Et elle s'est mise à parler de sa mère avec les larmes aux yeux en disant, vous savez, je sais que plein de gens disent oh, ma maman est le personnage le plus extraordinaire. Mais moi, c'est vrai, disait-elle. Et moi, d'ailleurs, je pensais la mienne aussi. Mais voilà, il y a eu ce petit lien d'ailleurs. Et elle m'a parlé comme personne ne m'avait parlé, je crois, un jour, de sa maman et de tout ce que ça signifiait pour elle et tout ce que Elle a vécu 16 ans avec sa maman, puisqu'elle a perdu dans les camps, à Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération. Quelle tristesse et quelle folie, vraiment, morte du typhus. Et c'est, je pense, c'est le personnage qui l'a aspiré constamment. Oui. Dans ses choix, dans son courage, dans la fidélité à des principes, à des valeurs. C'était fondamental. Et c'est vrai que de cette conversation-là, pour le coup, est né un lien de confiance. C'est elle, après, qui m'a demandé de faire une conversation, un livre avec elle sur l'avortement, et qui m'a emmenée d'ailleurs une fois à Auschwitz également, dans un petit avion avec Lise Klarsfeld d'ailleurs. Je n'en revenais pas, mais c'est vrai que marcher avec elle dans les allées d'Auschwitz, de regarder le ciel qui était gris et plombé, mais avec elle cherchait comme de la fumée des crématoires, et de me montrer la koya dans laquelle elle avait reposé, c'est pas le bon mot, mais enfin dans laquelle elle dormait le soir avec sa mère et sa sœur, était profondément bouleversant. Oui, ça crée un lien. Et là encore, jamais dans une espèce de cinéma qu'elle aurait voulu faire, de pause qu'elle aurait voulu prendre, pas du tout. Oui. Elle racontait assez froidement, factuellement les choses, et puis jusqu'à confier effectivement, mais là elle avait toujours du mal à parler de son petit frère qui n'était jamais rentré des camps, dont elle n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Il avait été emporté lui aussi dans un convoi avec son père. C'est Klarsfeld qui lui a dit que c'était un convoi qui parlait vers les pays de l'Est, l'Estonie, etc. Mais elle n'a rien su. Et de son petit frère, elle ne pouvait pas parler. Ça, c'était trop dur. De sa sœur Milou, avec qui elle a vécu toute la période des camps, elles étaient 3, donc la maman, Milou, sa grande sœur et elles avaient un lien absolument fusionnel. Hélas, Milou a été tuée dans un accident de voiture quelque temps après la libération, et qu'elles se soient toutes les deux, elles aient essayé toutes les deux de se reconstruire, elles étaient mariées, etc. Milou a eu un accident de voiture, est morte avec son petit garçon, et là aussi, ça c'était les sujets qu'elle pouvait à peine aborder. Mais c'est dans ce livre qui est tellement émouvant. Alors, vous disiez, vous faites un livre avec elle sur l'avortement. Oui. Et sur sa loi, et sur son combat. Mais oui. Un mot là-dessus, parce que ça, c'est extraordinaire. Le courage Vraiment, qu'il lui a ce qu'elle a fallu. apporté à toutes les femmes, là, pour le coup, tout le monde devrait lui en être reconnaissant. Et je pense que les femmes savent, quelque part. Alors, il n'y a pas eu que l'avortement, d'ailleurs, parce que bien avant, elle avait des tas de petites choses pour les femmes, constamment. Elle s'est occupée de l'administration pénitentiaire. Elle a vraiment regardé quel était le statut des femmes dans les prisons, qui étaient les plus maltraitées, bien sûr, battues, on les mettait dans les pires endroits, etc. Donc, tout le temps, la loi sur le divorce, la loi sur l'adoption, tout le temps, elle avait ce réflexe de où en étant des femmes. Elle savait bien qu'elles étaient toujours les plus maltraitées et que les lois leur étaient toujours défavorables. Et elle-même, elle avait dû se battre effectivement pour s'imposer, parce que rien n'était simple. Elle savait que le monde était fait pour les hommes, et ses sentiments féministes sans doute n'ont fait que croître. Elle n'utilisait pas ce mot féministe. Et au moment de l'avortement, sans doute n'aurait-elle pas dit « je suis féministe », parce que c'était un mot un peu sulfureux, et c'est de cette façon qu'elle a réussi, parce qu'elle ne faisait pas trop peur aux hommes, et qu'elle avait un discours de responsable politique en disant « il y a un désordre public, l'avortement clandestin tel qu'il se pratique actuellement, les charters de femmes qui partent à l'étranger, les charcutages de femmes par les faiseuses d'anges font que nous devons
intervenir. Elle disait pas « je trouve que l'avortement est formidable », elle disait pas « je trouve que les femmes doivent disposer de leur corps ». Elle n'utilisait pas ces arguments qu'aurait utilisé Gisèle Halimi ou même François Giroud. Mais Annick, en face, elle affronte des députés qui lui disent, qui la renvoient au camp. C'est épouvantable. Qui lui disent, vous, madame, vous allez faire ce que les nazis ont fait. C'était horrible. C'était horrible. Elle s'est prise à la figure, mais les pires insultes, les pires ignominies. Et elle tenez bon. Il y a une photo, beaucoup de gens ont dit elle a craqué à un moment donné. Elle a craqué parce qu'on la voit la tête baissée dans l'hémicycle. Mais non, elle dit j'ai jamais pleuré. Jamais. Il n'était pas question de céder. Et au contraire, justement, elle a eu un discours très responsable pendant cette loi sur l'avortement. Mais la façon dont les hommes se sont comportés, il y en a un après qui s'est excusé. Il était bien temps de s'excuser. Mais effectivement, qui ont montré des embryons dans un bol. Il y en a un qui a fait entendre les battements du cœur d'un fœtus, etc. Et puis toujours, on l'a ramené au camp. Effectivement, c'était ce que faisaient les nazis. Quand elle rentrait chez elle, il y avait des croix gammées. On lui envoyait des petits cercueils, etc. Elle n'a pas flanché. Elle a défendu sa loi avec les mêmes arguments, sans s'énerver. Il n'y a pas eu de grandes envolées, etc. Simplement, elle avait les bons arguments pour dire on ne peut pas ne pas le faire si on est un responsable politique. Et la loi est passée avec le concours de la gauche, alors que l'Assemblée pourtant elle faisait partie d'un gouvernement de droite, le gouvernement de Giscard. Mais c'est vrai qu'aussi Giscard voulait cette loi, pas Chirac. Il a toujours été charmant avec Simone Veil, il l'appelait Poussinette et elle a toujours un lien affectueux avec Chirac. N'empêche qu'il n'était pas du tout pour la loi sur l'avortement, et même plus tard d'ailleurs. Mais elle a gagné. Et elle est restée, effectivement, le symbole de cette loi. C'était pas forcément sa tasse de thé, je dirais. Ça faisait pas partie de ses combats, etc. Mais simplement, voilà, on fait face à une situation. Les femmes sont atrocement maltraitées et tout ce qui pouvait les aider et les libérer, réellement, elle l'a fait. Alors, et plus tard, elle s'est dit féministe. À un moment, il est question du Panthéon. Et effectivement, on se dit, mais le Panthéon, c'est un cercueil à une place. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas possible. Et son mari, quand elle a été élue à l'Académie française, donc petit cocktail, etc., elle n'en revenait pas d'être là. Elle était toute peu modeste. Ses enfants, ses petits-enfants étaient là, très, très contents. Et puis, oh là là, tout ça, disait son mari, qui était très drôle. Il faut toujours parler d'Antoine Veil. Elle a eu cette chance de rencontrer ce jeune homme sur les bancs de Sciences Po, au moment où elle était paumée, où elle revenait des camps, elle n'a plus de famille, elle n'a plus rien. Elle rencontre ce jeune homme, elle a une vraie histoire d'amour. Et elle rencontre surtout un jeune homme qui est plein de vie, qui est drôle, qui est très ironique, qui est très ambitieux. Il va devoir un peu ravaler ses ambitions parce qu'il se rend compte que sa femme prend beaucoup de place et il va la servir et il va toujours l'épauler. Elle a cette chance-là. Mais effectivement, elle est élue à l'Assemblée. Pas à l'Assemblée, elle a fait déjà l'Assemblée, mais elle est à l'Académie française. Il y a cette réception. Et puis alors, Antoine dit, oh là 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 là, où est-ce que ça va nous mener tout ça, l'Académie française maintenant, tous ces titres qu'elle a. Pourquoi pas le Panthéon? Oh, ça m'embêterait, parce que là, vraiment, Ali a une place, j'aime pas ça. Et quelle ironie de savoir qu'ils y sont tous les deux. C'est une histoire incroyable quand on y pense. Une histoire française, l'histoire d'un couple et l'histoire de cette femme, effectivement, qui a fait beaucoup pour toutes les autres. Merci beaucoup, Annick. Ça s'appelle Simone Veil ou La force d'une femme. Pourquoi pas en bande dessinée? C'est publié chez Plomb. Pourquoi pas en bande dessinée? Elle aurait aimé ça? Ça l'aurait amusée. Elle était ouverte à tout. Elle était follement curieuse. Les arts, la culture, tout l'intéressait. Et donc, j'ose espérer, oui, qu'elle aurait souri. Ça aurait dit, est-ce que je ressemble vraiment? Mais quand même, je pense que oui, ça l'aurait beaucoup amusée. Et surtout, elle insistait beaucoup sur la pédagogie. Il faut que les histoires pénètrent dans les écoles, les enfants. Et là, j'espère que tout le monde peut lire ça. C'est très, très proche pour tout le monde. Merci beaucoup. Annick Cogent a été notre invitée aujourd'hui. Merci.